ravi de vous retrouver un Zoom aujourd'hui avec Bertrand Dutheil de La Rochère. Bonjour monsieur. Bonjour. Bertrand Dutheil de La Rochère, vous êtes passé par le Parti communiste, oui. Le Front National, les Patriotes de Florian Philippot et le Mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement. Vous avez toujours cherché à unir la question sociale et la question nationale. Vous publiez chez Perspective Livre cet ouvrage, L'identité républicaine de la France, à retrouver évidemment sur la boutique de TV Liberté. Alors, Bertrand Dutheil de La Rochère, vous constatez que la France érige les nations germaniques en modèle au détriment de sa propre identité. Comment la définiriez-vous, cette identité française ? Nous sommes une nation politique. Nous avons été construits de façon politique, que ça soit d'ailleurs à nos origines romaines. Regardez comment Romulus a créé Rome, mais aussi comment la France s'est créée, et je pense notamment à ce qui est le début réel de la France, c'est-à-dire l'avènement du Capet. Et l'avènement du Capet est dû à une coalition de gens qui ne voulaient pas que la France existe. Le Saint-Empire venait d'être créé 25 ans auparavant, 2 février 1962, et la grande aristocratie austrasienne, menée par l'archevêque de Reims d'Albéron, les proto-féodaux et les moines, particulièrement de Cluny, qui voulaient avoir un empire qui soit un empire de la chrétienté, au moins de la chrétienté occidentale. Mais pourquoi vous ne fixez pas la naissance de la France au baptême de Clovis ? Pourquoi ? Parce que Clovis était un chef d'une coalition germanique qui a, pour des raisons, est-ce que c'est une inhabilité politique ? Est-ce que c'est de la conviction ? J'en sais rien. C'est un événement qui est passé relativement inaperçu. Reprenez le livre de Bruno Dumézil sur le baptême de Clovis, et ensuite, le terme France a été réservé à la Francie occidentale et le terme Germanie à la Francie orientalis. Bon, voilà, rien n'est prédestiné à la création de la France. Alors, vous dites que la France est une nation politique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que contrairement aux Allemands, qui eux sont une nation ethnique, qui repose sur la langue et qui ont pu exister avant même leur unité, c'est-à-dire avant même le 18 janvier 1871, parce qu'ils avaient une culture commune, ils avaient une langue commune. Nous avons dû surmonter d'abord la division entre Languedoc et Languedoc, et puis un certain nombre de périphéries, l'Alsace, la Bretagne, la Corse, le Pays Basque, etc. Et ça, c'est une volonté politique qui a été celle, au départ, des rois de France, et ensuite des révolutionnaires. Reprenez le rapport de l'abbé Grégoire sur les langues, qui était un bon conventionnel. Alors, comment vous expliquez la fascination de la France pour ces nations germaniques dont la civilisation anglo-saxonne est issue ? Bien sûr. Parce que, justement, comme nous sommes une nation politique, une nation, j'allais dire, historique, et non pas une nation culturelle, pas une nation linguistique, nous sommes une nation de la contingence. Alors que eux sont une nation, ce sont des nations qui pensent au-dessus. Je vais prendre un seul mot, une racine indo-européenne, reg, qui veut dire rendre droit, et qui va donner dans les langues latines rex, qui est un personnage qui peut être un personnage collectif. Et dans les nations germaniques, ça va donner, surtout en allemand, parce que l'anglais c'est un peu plus compliqué, Reich, l'empire, et Recht, le droit. Mais l'empereur se dit comment ? Il se dit Kaiser. C'est-à-dire que c'est une translittération de César.
Et le roi, en allemand, c'est König, en anglais, c'est King, et ça vient d'une racine germanique, vieille germanique, qui est Königaz, et qui renvoie au lien du sang. Oui. Alors que nous, on a une vision parfaitement politique de la tête. Voilà. Et ça peut être la monarchie, de la République de Baudin, à la fin du XVIe siècle, et ça peut être ce que nous appelons la République. La Res Publica, ce n'est pas l'Élysée contre Buckingham. Mais sur la fascination de la France, vous l'expliquez comment ? Mais parce que ils ont l'air tellement, je vais dire, ils ont une vision immanente de leur histoire. Les Latins, enfin les Romains, ont déjà eu le même problème avec les Grecs. Ils ont été fascinés par la philosophie grecque. Mais jusqu'à couper l'Empire en deux, et finalement, qu'est-ce que ça a donné ? Nous, le problème des nations latines, c'est effectivement le problème de la contingence. Alors, vous dites que la France est affirmée par le gallicanisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les fondements de cette doctrine ? Le fondement de la doctrine, oui, le fondateur du gallicanisme, c'est Louis IX, celui qui deviendra par la suite Saint-Louis. Sur une affaire, il avait 17 ans, sur une affaire, l'évêque de Beauvais avait jugé quelques bourgeois de Calais sur... peu importe. Et ensuite, ils ont fait appel. Qui devait traiter de l'appel ? Est-ce que c'était la juridiction ecclésiastique ou est-ce que c'était la juridiction royale ? Et la position qui a été celle de Louis IX, c'est de dire c'est la juridiction royale, car l'évêque de Beauvais ne les a pas jugés en tant qu'évêque, mais les a jugés en tant que comte de Beauvais. Et en conséquence, c'est une affaire qui a duré 10 ans. Mais finalement, il a gagné. Et deuxièmement, ensuite, c'est en 1248, le pape Innocent IV, qui était en conflit violent, titanesque, avec l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, s'était réfugié à Lyon, qui à l'époque était une ville libre de l'Empire, et a voulu rencontrer le roi de France, Louis IX. Et Louis IX a refusé de le rencontrer dans l'Empire, c'est-à-dire d'aller à Lyon. Finalement, ils ont trouvé un compromis à Cluny, qui n'est pas loin. Mais en même temps, il a protégé Innocent IV contre les velléités de Frédéric II d'y aller de manière de force, par la force. Et ensuite, le gallicanisme, c'est l'indépendance de l'État par rapport à l'idéologie de la religion. La religion, les dogmes, on n'a jamais accepté en France l'État. On n'a jamais accepté, par exemple, les conclusions du Concile de Trente. Les mesures proprement dogmatiques ont été acceptées simplement par le Conseil l'Assemblée générale de l'Église de France en 1615, alors que les États généraux l'avaient refusé en 1614. Alors, sur le plan économique, le modèle français, c'est le colbertisme. Oui. Quels sont les principes du colbertisme ? La puissance publique doit impulser et entraîner l'économie. Et donc, on laisse au secteur privé, on laisse à la concurrence lorsque la concurrence est bénéfique. Et il faut que la concurrence soit une émulation, c'est-à-dire une émulation sur le produit et non pas une émulation sur le producteur qui va évidemment au détriment du producteur, le salaire, la protection sociale, etc. Et donc, le Colbert, qui appartenait à la bourgeoisie commerçante de Reims, s'est résigné ou accepté à lancer le colbertisme, parce qu'il fallait répondre à l'époque aux Provinces-Unies, voire, on se commençait à l'Angleterre. Et au fond, la période, l'autre grande période colbertiste de l'histoire de France, c'est les 30 Glorieuses après 1945.
la reconstruction était terminée en 52-53. Et là, on avait un plan indicatif, pas le truc qu'on a aujourd'hui, là, qu'on nomme un copain. On avait un certain nombre des grandes banques pour financer, mais pas toutes les banques. Et puis, un certain nombre d'entreprises publiques, et notamment celles qui gèrent un monopole de fait, je pense à l'électricité comme au ferroviaire. Et on a déconstruit, progressivement à partir, en gros, de Giscard. On a déconstruit ce système et aujourd'hui, alors qu'on devrait avoir l'électricité la moins chère des pays développés, en dehors évidemment de l'hydroélectricité, parce que ça en France, on a une électricité très chère parce qu'on s'est aligné sur les Allemands, et les Allemands, eux, ont un problème avec le nucléaire. Voilà. Quelle serait la personnalité du XXe siècle représentative du modèle colbertiste? Est-ce que c'est De Gaulle? Oui, c'est De Gaulle avec le programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Je rappelle quand même qu'au sein du CNR étaient représentées à peu près toute la palette. Oui, les trois grandes forces. Plus que ça. Même ce que certains qualifieraient d'extrême droite était dans le CNR. Je pense notamment à Jacques de Buvridel, qui ensuite s'est dit gaulliste de gauche, mais dont toute la formation venait. En revanche, ce qui n'était pas dans le CNR, c'était l'ultra-gauchisme. C'est-à-dire les trotskistes n'étaient pas présents dans le CNR. Alors, vous expliquez aussi que la société française a été unie par une centralisation jacobine. On peut en penser ce qu'on veut de cette centralisation. Quels en sont les avantages et inconvénients? Alors d'abord, je reprendrai le mot de Tocqueville. Le préfet tend la main à l'intendant d'Ancien Régime par-dessus la Révolution. Donc, vous avez pas dit, mais peu importe, dans ma courte biographie, que j'ai été conseiller régional d'Île-de-France pour le Rassemblement, le Front National. Et au fond, ce que j'ai pu constater, c'est que dans le conseil régional d'Île-de-France, avec Valérie Pécresse, il y avait une confusion entre l'exécutif et le délibératif. Et qu'en conséquence, les choses importantes se passaient au sein de la majorité régionale et que les débats étaient totalement formels et n'avaient... Bon, il n'y a pas de... Aujourd'hui, dans les collectivités locales, régions, départements et communes, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, ce qui pose toute une série de problèmes et parfois de problèmes qui relèvent plus de la malhonnêteté, disons, que voilà, c'est loin d'avoir rapproché la décision des citoyens, elle rend les décisions opaques. Est-ce que sous la monarchie, la France était centralisée comme on le voit aujourd'hui? Alors, d'abord... On parle des provinces. Oui, bien sûr. Oui, mais en même temps, il fallait mettre combien de jours pour aller de Versailles à Marseille, et réciproquement. Donc, mais Colbert aurait... Déjà, sous Colbert, il y avait des tentatives d'unification et d'uniformisation. Louis XIV était plutôt très réticent, parce qu'il se rendait bien compte que ça remettait en cause un certain nombre de privilèges, au sens noble du terme, tout au long du XVIIIe siècle. C'est pour ça que ça a été si vite.
les départements ont été créés très rapidement. La décision est de novembre 89 et ils rentrent en action en mars 90. Et ensuite, il y a la fête de la Fédération le 14 juillet 90. Donc, parce que c'était prêt. Alors, je ne parle pas de la proposition qui a été rejetée de diviser en carré la France. Mais on a repris quoi ? On a repris, à ce moment-là, pour l'essentiel, les limites des diocèses, limites qui étaient celles des cités gallo-romaines, limites qui étaient déjà celles des différents peuples de la Gaule. C'est-à-dire, ça s'inscrivait parfaitement dans la géographie, et c'est pour ça d'ailleurs les départements ont des noms géographiques et non pas des noms historiques. Et enfin, vous dites que la France a construit son État par une éthique janséniste. Alors, le jansénisme, c'est quoi ? Le jansénisme, c'est... depuis Max Weber, on sait que les calvinistes ont développé, notamment les pays anglo-saxons, parce qu'ils pensaient que s'ils réussissaient dans la vie des affaires, s'ils réussissaient dans la vie familiale, c'était un signe de leur salut éternel. Les luthériens pensaient que s'ils ne remettaient pas en cause leur foi, leur appartenance à l'Église évangélique, c'est que, en fait, donc s'ils obéissaient au pouvoir établi, c'est que leur salut éternel était assuré. Les jansénistes, c'est le Dieu absent, c'est le Dieu abscon. C'est-à-dire... Étaient-ils les ennemis du catholicisme, ces jansénistes ? Ah non, ils se voulaient. Parce que vous nous parlez des calvinistes et des luthériens. Oui, non mais bon, attendez, parce que les jansénistes, pour les jansénistes, il n'y a pas de signe de Dieu. Dieu ne dit rien. Et c'est pas parce qu'on respecte son devoir d'État, que ce soit dans la vie privée ou que ce soit dans l'espace public, qu'on est assuré de son salut. On est seul face à sa conscience. Et en conséquence, quand on est propriétaire d'un office, ce qui était la bourgeoisie d'État de l'Ancien Régime, quand on est propriétaire d'un office, eh bien, on n'a que sa conscience pour savoir si on remplit bien son devoir. Néanmoins, a été créé l'impôt particulier. Cet impôt qui a eu tellement de succès, les assujettis à cet impôt étaient tellement contents, la Paulette. Pour 160e par an du prix de leur office, leur office leur appartenait, ils pouvaient le vendre et ils pouvaient le transmettre à leurs enfants. Ce qui fait qu'ils étaient obligés, tout en réclamant leur autonomie, puisque à cause de leur conscience, ils étaient obligés néanmoins de soutenir le pouvoir du roi, parce que si le pouvoir du roi s'affaiblissait, la valeur de leur office diminuait. Et c'est pour ça que la fronde parlementaire, ensuite il y a eu la fronde princière, c'est autre chose, mais c'est pour ça que la fronde parlementaire a duré si peu de temps, c'est que lorsqu'ils ont été bien assurés qu'on ne remettait pas en cause l'hérédité et la propriété des offices. Est-ce que les jansénistes, quelque part, ne sont pas à l'origine du mouvement révolutionnaire ? Alors... oui, d'une certaine façon, oui. Révolution française, oui. Mouvement anti-chrétien, anti-catholique. Non, c'est plus... ils sont... les jansénistes ne remettent pas en cause la transubstantiation, ne remettent pas en cause le culte marial, ne remettent pas en cause le culte des saints, ils ne remettent même pas en cause le Vatican, le Saint-Siège. Et l'incarnation et la Sainte Trinité ? Ah, pas du tout. Non, l'incarnation et la Sainte Trinité, ils sont parfaitement partisans de l'incarnation et de la Sainte Trinité. Et ce n'est pas, comme disaient les jésuites, le jansénisme n'est pas un calvinisme reboui. C'est une... En revanche, et c'est là où ce que vous dites est pas entièrement faux,
je veux dire, en revanche, l'absence de Dieu, l'absence de signe de Dieu va conduire au Dieu absent, et le Dieu absent, c'est l'absence de Dieu. D'autre part, pour c'est l'être suprême, l'absence de Dieu? Non, parce que les gens, c'est... Enfin, oui et non. Il y aura effectivement un glissement. Mais ce qui est particulier à la France, alors que dans les autres pays, vous avez une sécularisation, c'est-à-dire une diminution de l'influence de la religion, en France, vous avez vous avez non seulement la laïcité, mais vous avez effectivement une tendance laïciste et laïcarde qui n'est pas réellement la laïcité. La laïcité, c'est la séparation entre la religion et, disons, la politique. Les menaces qui pèsent sur l'identité romaine de la France, quelles sont-elles? Est-ce que justement, comme vous le dites, les laïcards, est-ce qu'ils font partie d'une menace? La vraie menace, c'est l'Allemagne. La vraie menace, c'est la Germanie. La Germanie, directement, c'est l'Allemagne, dans la mesure où c'est le traité de Rome, et surtout tous les traités jusqu'au traité jusqu'à Ursula von der Leyen. Pardon? Jusqu'à Ursula von der Leyen. Oui, et le traité de Lisbonne. Et puis c'est aussi l'influence anglo-saxonne et, disons, américaine. Alors bon, avec, évidemment, ce changement considérable aux États-Unis, avec l'arrivée de Trump et de la politique qu'il met en place. Comment la France devra-t-elle s'adapter au monde pour sortir du déclin? D'abord en étant elle-même. D'abord en étant elle-même. Ça ne veut pas dire... En étant elle-même, ça veut dire qu'on continue à converser et à commercer avec les autres pays du monde, mais par des traités à égalité et où on se fait respecter, je veux dire... Le multilatéralisme. Le multilatéralisme, bien sûr, et non seulement le multilatéralisme au niveau planétaire, mais même au niveau continental. En étant elle-même, quand vous dites que la France doit être elle-même, doit-elle redevenir une nation chrétienne? Elle doit être avant tout une nation latine. Voilà, nous sommes... je ne sais pas si nous sommes la fille aînée de l'Église, fille aînée de l'Église, c'est 1841. C'est l'accordaire au sermon de Carême de mars 1841. Le titre de fils aîné de l'Église, qui était le titre que portait le roi de France, était pas du tout un titre religieux, c'était un titre politique. J'explique ça dans mon livre. C'était simplement pour dire à l'empereur, oui, moi, effectivement, je remonte à Clovis, c'est là où on vient à Clovis, mais toi, au mieux, Charlemagne, dont on se réclamait par ailleurs, et sinon, évidemment, le couronnement d'Othon Ier, donc le 2 février 962. Donc, je suis avant toi. Voilà, mais que la France redevienne elle-même. C'est-à-dire redevienne une puissance, redevienne une nation latine. Et donc je commencerai par le colbertisme, c'est-à-dire sortir de ce débat idéologique entre socialisme et libéralisme, qui sont deux formes qui viennent de la culture germanique, au profit du colbertisme, et peu importe que... Très bien, les autres pays gèrent différemment, par exemple le ferroviaire ou l'électricité. Nous, quand ces entreprises n'étaient pas soumises à une concurrence artificielle, elles marchaient très bien et ça donnait à la France une possibilité d'avoir une électricité pas trop chère, d'avoir des transports ferroviaires qui étaient bons. Voilà. Donc sortir du joug des nations germaniques anglo-saxonnes, ça signifie aujourd'hui pour vous sortir de l'Union européenne et de l'euro, concrètement? Ah, bien sûr. Bien sûr. Soyons clairs. Si j'ai quitté Jean-Pierre Chevènement à regret,
Si j'ai quitté Marine Le Pen à regret, c'est parce que, quelle que soit leur personnalité, je préfère le Brexit à leur personnalité. Et là-dessus, et c'est pour ça que j'ai participé avec Florian Philippot à la création des Patriotes. L'identité républicaine de la France à retrouver sur la boutique de TV Liberté, c'est chez Perspective Libre. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup.